Chers membres, bonjour à tous. Suite au questionnaire que je vous ai fait passer via l'email mensuel du mois de février, vous m'avez demandé de vous faire une vidéo sur l'action qui marquera les 10 prochaines années, et la voici. Comme vous le savez, si vous êtes de ceux qui suivent par le long terme, nous allons procéder d'une manière, disons, plutôt analytique pour définir les caractéristiques de notre action cible en répondant aux 3 questions suivantes. Sera-t-elle une action de croissance ou bien une action dite de valeur? Sera-t-elle une action de grande taille ou sera-t-elle une action de petite taille? Enfin, sera-t-elle dans un pays en pleine croissance ou non? À notre habitude sur ce format, nous allons fonder notre démarche sur des études macroéconomiques ainsi que sur des exemples concrets et personnellement, le dernier point, celui qui, lorsque j'en ai pris conscience, m'a le plus étonné. Donc bienvenue, c'est Rémi, et après cette courte introduction, installez-vous bien. Je vous précise que ce n'est bien entendu pas un conseil personnalisé, et motivé comme nous le sommes, c'est parti pour la première question. Notre action de la prochaine décennie sera-t-elle une action de croissance ou bien une action dite de valeur? L'investissement de type value, qui consiste à acheter des actions bon marché dans l'espoir d'acheter à bas prix et de revendre à un prix plus élevé, a été une stratégie gagnante pendant la majeure partie du siècle dernier. Cependant, la dernière décennie a été misérable pour les actions de valeur, beaucoup des investisseurs que nous sommes ayant préféré des actions de croissance certes coûteuses, mais également très performantes. Cela nous amène donc à la question qui suit, la prochaine décennie sera-t-elle meilleure pour les actions de valeur ou non? Selon les données du géant des fonds Research Affiliates, un portefeuille de sociétés value bon marché aurait atteint une valeur 10 fois supérieure à celle d'un portefeuille growth, soit de croissance, au cours de la période 1963-2006. Cependant, l'histoire a été très différente au cours des 13 dernières années où les actions de valeur ont été battues par leurs homologues de croissance avec une sous-performance de 39%. Ainsi, année après année au cours de la décennie, les prédictions d'un retour en forme imminent ont été démenties. De même, les actions de croissance chères ont continué à défier toutes les prédictions. Il est remarquable de constater qu'un portefeuille d'actions composé uniquement de sociétés dont les valorisations sont historiquement folles par rapport à leurs revenus aurait battu le marché au cours de la dernière décennie. Et l'une des explications les plus courantes est la préférence continue des investisseurs pour les valeurs technologiques à croissance rapide. Mais cette stratégie de type value, souvent préférée des investisseurs à long terme que nous sommes, est-elle définitivement brisée? Nous pouvons à juste titre affirmer que la sous-performance des stratégies de valeur pendant la majeure partie de la décennie a été rationnelle. Car les actions de croissance hautement valorisées ont réussi à justifier leur valorisation en continuant à produire des bénéfices et des revenus et des marges bénéficiaires toujours plus élevés. Cependant, au cours des 2 dernières années, le cours des actions de valeur se sont dégradés sans raison. Sans raison car non, les fondamentaux des actions de valeur n'ont pas implosé. Au cours de cette récente période, disons douloureuse pour ces dernières, mais le sentiment des investisseurs a été tel que les prix ont pris de mauvaises directions. Par conséquent, à l'exception de la bulle des technologies des années 2000, la valeur de la valeur nous propose peut-être à l'heure actuelle les prix les plus attrayants auxquels nous avons eu affaire depuis le début du XXIe siècle, car les marges de sécurité sont hautes. C'est pourquoi les actions de valeur sont susceptibles de dépasser largement leurs homologues de croissance dans les années à venir. Et cela devrait être le cas même si les prix ne reviennent jamais complètement à la moyenne, même si les écarts de valorisation entre croissance et valeur restent importants par rapport aux normes historiques. C'est en tout cas ma prédiction. Et aussi et surtout celle du géant des fonds indiciels Vanguard, qui s'attend également à un rebond des valeurs de rendement au cours de la prochaine décennie, prévoyant des rendements annualisés de 6 à 8% pour les actions de valeur contre 2 à 4% pour les actions de croissance. Maintenant, rappelons-nous tout de même d'une chose. Lorsque l'on parle d'actions de croissance ou d'actions de valeur, nous devons nous rappeler que cela n'a rien à voir avec l'industrie de notre entreprise cible. Cela dépend seulement du niveau de la valeur du marché de la firme relativement à certaines mesures fondamentales, comme le niveau des bénéfices, des dividendes ou encore de free cash flow. Ainsi, une entreprise technologique comme Oracle, supposée avoir des perspectives de croissance fortes, pourrait devenir une action de valeur. Inversement, un constructeur automobile positionné dans un secteur mature avec des perspectives de croissance supposées limitées pourra devenir une action de croissance qui s'échange à des prix bien trop élevés par rapport à ses fondamentaux, ce qui est aujourd'hui le cas de Tesla. Et on juge selon moi une action de croissance basculant en une action de valeur exceptionnelle lorsqu'elle prend une dynamique de conglomérat, disons, de qualité. Soit en déléguant peu à peu sa partie opérationnelle, en augmentant aussi sa marge opérationnelle, puis en se focalisant peu à peu sur l'allocation de capital.
soit l'acquisition d'actifs de grande qualité qui peuvent être des actions d'autres entreprises, l'acquisition même intégrale d'autres entreprises, ou même parfois le rachat massif de ses propres actions. Ce fut, pour vous donner un exemple, le cas de Capital Cities de 66 à 95, qui a de très loin, comme vous pouvez le voir, surpassé le S&P 500. Et c'est finalement également la dynamique que suit Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett depuis plus de 50 ans. Un bel exemple d'action de croissance au bord du basculement en conglomérat de qualité avec le récent rachat de Slack, mais qui est malheureusement encore à l'heure actuelle bien trop cher selon moi, c'est Salesforce. Et lorsque l'on parle d'actions de valeur, pour vous citer l'exemple le plus concret du siècle dernier, on parle d'actions comme Philip Morris. Sans vouloir faire la promotion de mon dernier employeur en Suisse, Philip Morris est la seule entreprise qui a su rapporter plus de 19% de rendement, dividendes réinvestis bien sûr, pendant plus de 50 ans. Ainsi, si un de nos grands-parents avait choisi à ses 18 ans d'investir 1000 € dans cette action plutôt que dans sa 4L, il se serait retrouvé avec un pécule de 6 millions d'euros 50 ans plus tard pour sa retraite. Et pour conclure sur l'importance de se pencher sur la valeur d'une action et surtout sur son prix d'achat, je souhaiterais vous rappeler que de 1957 à 2012, les actions à fort PER, soit le rapport de la capitalisation divisé par les bénéfices nets de l'entreprise, ont délivré un rendement annuel de 7,86% en moyenne, quand les actions à faible PER, soit peu chères, ont connu un rendement moyen de 12,92% en moyenne. Ainsi, notre action des 10 prochaines années sera donc possiblement une action de type value, soit une action bon marché. Maintenant, Philip Morris, tout comme Salesforce, sont aujourd'hui de très très grandes entreprises avec des capitalisations excédant les 100 milliards de dollars. Mais cela sera-t-il le cas de notre entreprise des 10 prochaines années? Telle est la question. Soit notre entreprise sera-t-elle une entreprise de grande taille ou de petite taille? D'après Russell Investments, l'histoire suggère que la valeur à long terme a un rôle à jouer, et plus précisément les actions de valeur d'une certaine taille. Pour, disons, un de nos grands-oncles qui aurait investi 1000 $ en 1930 et qui aurait tout placé dans un portefeuille de croissance à grande capitalisation. Le portefeuille aurait atteint aujourd'hui le montant impressionnant de 2,8 millions de $. Et c'est le résultat d'une capitalisation augmentant de 9% par an environ pour ce type d'action pendant plus de 90 ans. Cependant, si ce même oncle avait placé 1000 $ dans un portefeuille d'actions de valeur à petite capitalisation, il aurait atteint plus de 40 millions de $. C'est la puissance d'une capitalisation à plus de 12,5% par an pendant 90 ans, et cela rappelle pourquoi tant d'investisseurs chevronnés ne jurent que par les avantages à long terme des actions de valeur à petite capitalisation. Le fait que nous soyons en récession économique, pour certains secteurs en tout cas, influence également l'orientation future des marchés. Les valeurs de croissance semblent résister relativement bien pendant cette période car les secteurs de croissance continuent de fonctionner à des niveaux proches de ceux d'avant-crise. Mais le reste de l'économie finira par se redresser et l'histoire a démontré qu'au sortir de telles périodes, le leadership du marché peut changer et change souvent. Voici donc à quoi a ressemblé le leadership moyen pendant les 5 années qui ont suivi les 4 dernières récessions économiques, accompagnées d'une correction de marché de plus de 30%. Là-dessus, vous pourriez logiquement vous dire « Très bien Rémi, merci, je vais bien entendu m'abonner et approfondir mes recherches sur des entreprises de type small cap orientées value, et dans l'optique de faire de gros gains dans les 10 prochaines années, je vais m'orienter vers des pays à forte croissance. » Et là-dessus, je vous dis stop, car à la question « Sera-t-elle dans un pays en pleine croissance ou non ?» je vous réponds ceci. Vous seriez peut-être surpris d'apprendre, comme je l'ai été, qu'il existe une corrélation négative entre croissance économique et rendement boursier. Voici le résultat d'une étude menée par Dimson, Sauton et Marsh de 1900 à 2000 sur la relation entre croissance du PIB par capital en termes réels et rendement boursier, le tout en dollars bien entendu. Comme vous pouvez le remarquer, l'Australie et l'Afrique du Sud ont marqué la bourse en atteignant les plus hautes performances en matière de rendement, tout en ayant des taux de croissance faisant partie des plus faibles dans le lot analysé. Et pour conclure sur ce point, je vous invite à écouter attentivement cette citation de l'œuvre de Jeremy Siegel qui résume à elle seule toute cette vidéo. La pensée conventionnelle qui nous dicte d'acheter des actions dans les économies qui ont la plus forte croissance est une erreur. De même que d'acheter les entreprises qui ont les plus forts taux de croissance est également une erreur. Il est indéniable que la Chine a été l'économie à la plus forte croissance au cours de ces 3 dernières décennies. Mais cela n'a pas empêché les investisseurs sur le marché boursier chinois d'enregistrer des rendements médiocres parce que les actions chinoises étaient surévaluées.
À l'inverse, le cours des actions d'Amérique latine ont été généralement bon marché et les prix sont restés faibles relativement aux fondamentaux. Ce que je confirme en faisant par exemple l'analogie avec la Turquie, qui est un pays dans lequel se trouvent certaines de mes plus belles actions, bien que je vous invite à faire attention au risque de change si vous vous penchez également sur ce pays. Pour conclure, si vous souhaitez recevoir une action analysée par mes soins gratuitement chaque mois, et qui sait peut-être tomber par hasard sur notre action des 10 prochaines années, il y en a 2 l'année dernière qui ont fait x2, j'envoierai bien une analyse mensuelle à la communauté chaque mois. L'action mensuelle change bien logiquement tous les mois, donc en t'inscrivant pas maintenant, tu passeras sûrement à côté de celle de ce mois-ci. Et je tiens à rajouter que cela vous donne accès à notre plateforme d'échange gratuite entre membres, donc libre à vous de nous rejoindre si vous souhaitez échanger autour de cette passion qui est la nôtre.